Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus au jour 1 du camp de carrière 2025, où vous découvrirez les secrets pour bâtir une carrière réussie. Veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la session anglaise. If you intended to join the English session, please return to the lobby and select the English session. Je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel cédé du côté ouest du pays, de nombreux peuples autochtones, dont les Cris, les Sotos, les Nititapi, Pieds Noirs, les Métis et les Sioux des Nakota, qui vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux, et je vous encourage tous et toutes à reconnaître le territoire sur lequel vous vous retrouvez également. Le camp de carrière est la conférence la plus grande du gouvernement du Canada et l'unique but est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressions dans la session aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions-réponses Q&R dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air, le thumbs up. Euh, Comme toutes les sessions du RJFF, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les enseignements à une date ultérieure. En plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposons cette année une nouvelle façon d'apprendre, une série de balados, des sessions du camp des carrières. Après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Le balado, c'est du nouveau pour moi. Si j'aurais su, je me serais mis sur mon 31. Bon, mon 31 vocal va suffire. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Je me présente, je m'appelle Mati Moulumba, je suis analyste principal des politiques et des programmes à Justice Canada, mais aujourd'hui, je suis là avec vous en tant que modératrice pour cette session. Une description visuelle de moi pour des fins d'accessibilité. Je suis une femme de race noire, aux yeux brun foncé, les cheveux noirs, longueur mis à mon cou, bouclés, mais aujourd'hui, je les ai attachés par en arrière. Et ce que j'aime du virtuel, c'est que des fois, il nous laisse paraître un peu plus grand qu'on a peut-être l'air dans la vraie vie. Alors, pour ce détail-là, je le laisse à l'imagination. Avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage. Alors, il ne s'agit pas d'un test, mais c'est vraiment des questions rapides. Alors, pour ce qui est du sondage, la question est de savoir, est-ce que vous avez déjà participé à une session précédente? Alors, à vous de répondre. Une deuxième question, quel sujet avez-vous le plus hâte de pouvoir aborder? Moi, j'ai pas le droit de voter, mais tous les participants ont le droit de voter. J'attends de voir si on a les résultats. OK. Ben, on va peut-être les avoir tantôt. Euh, pour ce qui est de la suite de notre session aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse revoir un peu les objectifs d'apprentissage aujourd'hui. Alors, pour objectifs d'apprentissage, on en a trois. On souhaite que les participants, ah, là, on a des résultats pour notre sondage. Alors, ça nous dit que c'est la première fois. Plusieurs personnes, au moins 87% disent que c'est la première fois qu'ils participent. Ça, c'était la question un. Et un pourcentage d'à peu près
partagé, je dirais, pour la deuxième question, pour les sujets que le monde ont hâte de pouvoir aborder. OK. Merci beaucoup pour cela à l'équipe technique. Revenons à nos objectifs d'apprentissage. On espère que les participants vont pouvoir tirer le meilleur parti de leur expérience au camp de carrière 2025. On espère aussi que les participants vont pouvoir comprendre le contexte du gouvernement du Canada pour le développement de carrière en 2025. Et en dernier lieu, pouvoir obtenir des informations clés de la part des hauts responsables de l'ensemble du gouvernement. Alors, avant que nous puissions passer à nos panélistes, je vais moi-même vous le présenter brièvement et ensuite on va pouvoir leur donner l'opportunité de nous faire une petite présentation. Alors, je vais commencer par Francis McRae. Francis McRae est sous-ministre de Femmes et Égalité de genre, Jeunesse, FEGC. En plus de la région de la capitale nationale, elle a travaillé dans diverses régions du Canada, notamment à Moncton au Nouveau-Brunswick et aussi à Calgary en Alberta. Là, j'ai deux traits en commun avec elle. Moi aussi, j'ai déjà travaillé à FEGC et aussi, je suis dans la partie ouest du pays en Alberta. Notre deuxième panéliste aujourd'hui, on va je vais vous présenter Simon Cardinal, qui est le directeur général de la gestion des litiges. Simon, assure l'orientation stratégique pour tous les litiges liés à IRCC. Et en dernier lieu, mais pas la moindre, Mackenzie Lamb. Elle est une sous-ministre adjointe virtuelle de Saskatoon, en Saskatchewan. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans la fonction publique. Alors, venu le moment où nous allons commencer, je vais donner l'opportunité à nos panélistes de pouvoir nous faire une courte présentation à tour de rôle. On va commencer par Francis dans l'ordre que je les ai présentés et après ça, on va pouvoir passer dans le vif de notre sujet pour un échange avec eux. Alors, la parole est à vous, Francis. Merci beaucoup. Il me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, très bien. Oui, parfait, excellent. Premièrement, je vais féliciter le réseau pour avoir organisé cet événement. Ça fait plusieurs fois que je participe dans ce genre d'événement et puis je trouve ça toujours très énergisant. Donc, j'ai beaucoup hâte à participer dans la partie questions-réponses également. Simon Cardinal. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que je t'ai supposé de parler un petit peu des activités qui sont disponibles à travers de la conférence. La première qu'on voulait juste mettre à votre attention, c'est les kiosques. Alors, on vous invite de profiter aujourd'hui des pauses entre les séances pour vous rendre dans les kiosques virtuels qui sont accessibles à vous tous. C'est vraiment une excellente occasion de réseauter, d'échanger avec des représentants des réseaux d'employés. Moi-même, j'ai été souvent un membre de réseaux, plus particulièrement le réseau des jeunes, le réseau du perfectionnement professionnel, réseau des gestionnaires intérim, mais aussi comme allié, le réseau des personnes en situation de handicap avec mon fils qui a lui-même des problèmes de vision. Je pense que faire partie de ces groupes offre beaucoup d'opportunités. Vous pouvez être des participants passifs, alors juste participer aux événements, bâtir des relations, tisser des liens avec vos collègues, ou vous pouvez aussi être des participants plus actifs. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est avoir un rôle dans le réseau tel quel. Alors, faire les événements, créer des documents d'information, vraiment faire une différence dans la communauté. Les deux ont des bons positifs. Et puis, je vous invite de vraiment le prendre en considération. Allant à la prochaine diapo, je pense que l'autre chose qu'on voulait aussi mentionner, c'est que le 30 janvier, il va y avoir des activités de réseautage
qui auront lieu simultanément à travers le Canada. Ça, c'est une autre opportunité d'une façon plus physique et non virtuelle de rencontrer d'autres personnes, bâtir des liens basés sur vos compétences, vos expériences, mais aussi vos ministères, etc., qui ne sont pas toujours accessibles. Alors, vraiment, prenez le temps de regarder et on vous encourage de vraiment mettre la date de côté du 30 janvier pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresserait aussi. Alors, j'ai hâte qu'on aille à la période des questions, que ça va me faire plaisir de vous offrir ma perspective sur certaines des situations que vous vivez en ce moment. Merci. Merci beaucoup, Simon. Je vais inviter Mackenzie. Et merci, Mathieu. Et je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Pour moi, j'ai commencé il y a longtemps, dans le commencement de ma carrière avec le réseau en Saskatchewan. Donc, je sais qu'on essaie tellement de peut-être renouveler le groupe ici en Saskatchewan. Et donc, aujourd'hui, j'espère d'avoir une bonne discussion avec mes co-panélistes et j'encourage, s'il y a des participants de ma province, de vous encourager de vraiment de sauter sur l'occasion de rencontrer les autres gens des différents réseaux, des différentes locations, différentes provinces et profiter davantage de votre expérience cette semaine. Donc, merci. C'est ma première fois d'être partie de cette expérience dans telle façon. Donc, merci, Mathieu, et une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Mackenzie. Je dois avouer que pour ma part, j'ai pris connaissance du réseau et de toute l'information qui tourne autour du camp de carrière un peu plus tard dans ma carrière, mais il n'est jamais trop tard. Et quand j'ai pris l'information, j'ai sauté dessus, je me suis mis dedans, puis j'ai beaucoup appris. Puis aujourd'hui, je me retrouve là, modératrice des camps de carrière. Alors, ça vient avec des opportunités. Alors, nous allons nous lancer dans un échange de discussion, n'est-ce pas? On est là pour pouvoir discuter, pour apprendre de ceux qui ont été plus longtemps dans la fonction publique et aussi de leurs expériences. Alors, je vous remercie encore à vous deux, mesdames, et à vous, monsieur, de pouvoir vous prêter au jeu aujourd'hui avec cette session d'information. Alors, je vais commencer par une question à savoir, est-ce que dans votre parcours, OK? Mais je vais aussi d'abord rappeler aux participants que vous avez la possibilité de poser des questions dans la boîte QR et aussi de faire le pouce en l'air pour les questions que vous pensez qui sont importantes ou que vous voulez soutenir qu'on puisse répondre le plus. Alors, ma première question serait de savoir quelle a été une décision clé qui vous a permis de vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui dans votre carrière et comment avez-vous pris cette décision, tout en sachant que on sait tous que le processus de prise de décision n'est pas un qui est facile, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Oui? OK. Alors, je vois tout le monde qui sourit, j'ai un pouce en l'air de Simon. OK, d'accord. On se met d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un de vous qui aimerait lancer le bal Moi, pour répondre à cette question? oui, moi, je peux lancer la balle. Je vais essayer de mon mieux. Euh, donc, pour moi, il y a un moment qui reste toujours clair dans ma tête où il y avait une grosse décision pour ma carrière. Parce que moi, comme dans mon biographie, moi, je travaille, je vis en Saskatoon, Saskatchewan. Ça, c'était un choix personnel pour moi parce que moi, j'en ai 4 enfants, j'ai toute une famille ici. C'était un choix. euh, qui n'était pas toujours facile. En Saskatoon, c'est pas vraiment une place où il y a beaucoup de représentation du fédéral. Donc, c'est pas quand on se lève à l'école secondaire, à l'école universitaire, on pense pas à une carrière dans les fédérales comme des différents lieux comme Ottawa, Gatineau, peut-être, et même Edmonton, Alberta, il y a plusieurs euh, ministères qui sont là. Donc, moi, ma carrière était par accident. Donc, un moment, quand j'étais à peu près une dizaine d'années dans ma carrière,
J'étais pour un choix quand je retournais de mon congé de maternité, mon dernier congé de maternité. Et avant ça, rien n'a changé pendant mes congés de maternité. Les mêmes dossiers étaient sur mon bureau quand je retournais, mais ce fois-là, quelqu'un a pris une grosse décision au ministère que j'étais là-dedans, et changé la gestion de comment on était organisé pour les services de ressources humaines. Dans cette époque-là, j'étais dans les ressources humaines. Donc, quand j'ai retourné, c'était toute une décision qui était déjà prise et ça avait un gros impact sur comment on gérait les services régionaux plutôt d'une façon nationale. Alors, quand j'ai retourné, j'avais toute mon équipe que je gérais des professionnels en ressources humaines dans la région. Et quand j'ai retourné, j'ai dû faire un choix. Je pourrais me plaindre avec le changement, un peu comme nous sommes des régions où on a besoin de notre présence seule et de peut-être faire un peu de pushback, où j'avais le choix de prendre plutôt un leadership role. Donc, il y avait toute une nouvelle façon en gestion de service qui a commencé, qui m'a dû changer d'une équipe professionnelle de PE, de changer dans un autre groupe et niveau de AS. Et à cette époque-là, c'était vu un peu par mes collègues d'être un petit peu comme un pas en arrière, de faire un Mm. changement de poste de ressources humaines, aller de façon de gérer plus génériquement. Mais j'ai décidé que ça serait mieux pour la gestion de services, pour la prestation de services pour mes clients dans la région si moi j'étais partie de la changement, d'influencer les décisions qui vont aller dans le design du prestation de service pour mes clients régionaux. Donc, j'ai sauté dans le feu un peu et j'ai pris ce qui était vu comme un step en arrière pour ma carrière, mais vraiment, c'était la plus bonne décision que j'ai prise parce que j'ai eu toute une ouverture au comment fonctionnait le gouvernement central, comment fonctionner et comment faire le travail d'une façon plus nationale. Et puis, j'avais la chance de vraiment influencer les décisions pour que les employés dans les régions auraient continué d'avoir opportunités d'avoir des postes plus en avant, d'avoir une carrière de progression. Donc, c'était vraiment de qu'est-ce que je contrôlais dans cette époque-là, mais de prendre des décisions, d'aller quelque part où je pouvais influencer. Donc, pour moi, ça a vraiment changé. C'était en 2013, 2014. Donc, une dizaine d'années après ça, maintenant, je suis un sous-ministre adjoint en charge, pas de ressources humaines, c'est une autre histoire, mais maintenant du côté numérique. Et je le fais d'ici en Saskatchewan. Et mon équipe n'est pas ici. Donc, ça m'a vraiment ouvert un aspect de ma carrière. Wow. Mackenzie, moi, ce que j'entends de votre réponse, c'est que le changement est inévitable, n'est-ce pas? Mais Absolument. c'est notre approche, notre réaction à ce changement qui compte. Et, Absolument. et, et- J'avais un choix à ce point-là de me bâtir contre la décision, d'être résistant, de comme changer, essayer de changer, faire quelque chose de changer. Mais j'avais toute une équipe qui était comme, regardez à moi comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Gestionnaire, comment est-ce qu'on va réagir? Donc, il m'a compté sur moi est-ce qu'on serait sauté de l'enfer ensemble et d'essayer d'influencer un changement ou non? Donc, c'était une décision, c'était pas une décision facile, mais après, juste prendre quelques moments pour dire que j'aimerais mieux être en une situation toujours d'influence au lieu de un- imposant. ça, c'est une bonne Ouais. façon de réagir. Est-ce que les autres membres du panéliste aimeraient contribuer à cette Oh, réponse? je vais laisser Francis. Allez-y. Ouais, je pense que c'est une très bonne histoire qu'on a eue des possibilités qui existent dans le changement. Pour moi, c'est une histoire un peu différente. Après 10 ans de travail au fédéral comme fonctionnaire, je suis partie. J'ai fait 5 ans au secteur privé. Et puis, ça m'a vraiment, vraiment aidé à développer mes compétences
d'une façon complètement différente. Et puis, ce qui m'a retiré, ce qui m'a rapporté au fédéral, c'est parce que je voulais travailler sur la politique publique. Mais avec de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives qui m'ont vraiment ouvert la porte à une expérience complètement différente. Donc, après 5 ans, je suis revenue. Donc, ça, c'est mon histoire. Et puis, ce que je retire là-dedans, c'est vraiment, il faut être ouvert à toutes les possibilités. On peut toujours apprendre. Et puis, c'est peut-être des possibilités qu'on n'aurait pas prévues. Mais en fin de compte, ça m'a vraiment épanouie comme gestionnaire, comme haut fonctionnaire. Merci beaucoup, Francis. Moi, c'est un hybride des deux réponses. Ça me surprend parce que normalement, on a vraiment des réponses différentes comme panélistes. Et puis, je me vois un petit peu dans les deux réponses qu'on a entendues. De mon côté, je pense que la décision clé que moi j'ai eue à travers de ma carrière, c'est que j'ai commencé comme étudiant dans la fonction publique aux affaires parlementaires. Et puis, j'ai monté très, très rapidement comme gestionnaire, un petit peu trop rapidement. Et puis, hindsight 2020. Ceci dit, j'ai eu la chance de quand même me développer à ce point-là, mais comme prochain rôle, au lieu de continuer dans la même route que j'avais, j'ai eu des conseils qui étaient très importants à ce point-là dans ma carrière pour diversifier mes compétences, mes connaissances, mes expériences. Alors vraiment me diriger plus dans le développement de politique. Et puis je pense que malgré que je suis allé de gestionnaire à un conseiller principal, alors on pourrait voir ça comme presque une démotion. J'ai vraiment été capable d'acquérir des compétences qui étaient vraiment importantes pour le restant de ma carrière. Je fais souvent référence au Karate Kid, les principes de base wax on, wax off, où que comme, tu sais, on apprend à écrire, on apprend à coordonner, on apprend à bâtir des réseaux, à négocier. Et puis, je pense que c'était probablement la meilleure décision de ma carrière, malgré que si tu m'aurais demandé un an avant, je voyais vraiment une carrière comme étant ça au lieu de qu'est-ce que j'ai passé à travers, qui était un petit peu comme mes collègues, où j'ai travaillé dans des différentes compétences, maintenant dans la gestion de litiges. Euh, ça fait pour des belles carrières très diversifiées. Je rajouterais juste une autre chose, puis l'autre affaire, décision clé, je pense, c'est la réalisation que comme pas tout est sur mes épaules. Et puis je pense que c'est important de dire ça à tout le monde que on a des réseaux d'experts, on a des services corporatifs, et puis on a des supports pour les grosses décisions, et puis juste s'assurer que, comme, se rappeler qu'on n'est pas tout seul, puis il y a tout le temps des personnes là pour les aider, incluant leur gestionnaire. Je vais arrêter là. Merci beaucoup, Simon. Je vois que la discussion avance bien et tout le monde ici a partagé leur expérience. Donc, on vient tous avec une expérience qui est différente des autres. Donc, ça veut dire qu'on vient avec des personnalités aussi. Nous sommes des individus individuels, disons. Alors, je voudrais savoir pour vous, qu'est-ce que cela signifie d'être soi-même au travail? Comment les autres peuvent-ils faire le faire dans le milieu professionnel comme le gouvernement du Canada. Parce que chacun a parlé je pense tantôt Francis a parlé des compétences et tout. Alors, pour dire comment est-ce qu'on peut être soi-même avec ses compétences, avec tout ce qu'on a à offrir, euh, qu'est-ce que cela signifie d'être soi-même au travail comme professionnel dans le gouvernement du Canada? Peut-être je peux commencer, puis je vais laisser la parole à mes collègues après. Premièrement, c'est un choix, hein. C'est pas tout le monde qui veut apporter tout ce qu'ils ont à offrir au bureau. Puis je pense qu'il faut respecter ce choix-là. Des fois, on dit, ben, il faut être soi-même. Mais peut-être il y a des gens qui veulent dire, écoutez, ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle, puis ça ne tente vraiment pas de l'apporter au bureau. Ça, c'est correct, hein? Mais c'est quand même une décision très personnelle de pouvoir apporter ce qu'on veut au travail de nous-mêmes. Pour moi, dire que une personne est soi-même au travail, pour moi, ça a toujours été vrai parce que je voulais apporter toutes mes compétences, tout ce que j'ai. Alors, moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 ados, 17 et 15 ans. Et puis, depuis le temps que je suis mère de famille, j'apprends aussi d'autres choses.
Et puis, j'apporte ce que j'apprends de mes enfants au travail. Veux pas, ça fait partie de moi-même. Et puis, j'ai toujours trouvé que c'est quelque chose qui est intéressant pour les autres parce qu'ils voient aussi que on n'a pas besoin d'avoir peur d'apporter soi-même au bureau, d'apporter tout ce qu'on a, toutes nos compétences personnelles, spirituelles, psychologiques, des compétences de travail. Alors, c'est vraiment tout l'aspect de la personne. Mais comme j'ai dit, là, je vais finir avec ça. Je pense que c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Puis c'est un choix personnel. Alors, des fois, on pousse les gens ben, de s'apporter au travail, de s'apporter soi-même, toute la personne. Mais oui, mais c'est un choix. Et puis, pour moi, j'essaie de montrer aux gens qui voudraient apporter toutes leurs compétences que c'est valorisé, mais je respecte aussi le choix des autres qui veulent vraiment avoir cette séparation-là. Merci beaucoup, Francis. Peut-être je vais juste mettre un peu, c'était pas mal la même que Francis, mais un petit chose que moi j'ai remarqué pendant ma période de temps d'être dans un poste de leadership, euh, que des fois c'est vraiment de partager qui moi je suis comme une personne de plus authentique que je pourrais être au bureau sans comme briser un peu cet aspect, la ligne de professionnalisme et les éthiques. Euh, mais pour moi, c'est de partager que avec moi, la balance avec la famille et puis la vie professionnelle, c'est important. Comme j'ai parlé, j'ai 4 enfants, 3 qui sont encore à la maison. Moi, j'entraîne 2 équipes de basket pendant la saison de basket. Donc, je suis totalement pleine au bureau, puis après, dans ma vie privée. Et qu'est-ce que j'ai remarqué que quand je partage que j'ai une vie hors du bureau, que ça laisse aussi un dialogue avec les autres pour qu'ils peuvent partager ça aussi, même si on est famille ou pas une famille ou des autres activités faites hors du bureau. Ça donne un peu que c'est important d'avoir quelque chose d'autre que le travail parce que si on ne fait pas ça, on ne remplit pas notre, qu'est-ce qu'on a besoin pour vraiment servir les Canadiens, Canadiennes. Donc, pour moi, c'était toujours de partager pour moi, moi-même, qu'est-ce que je fais hors du bureau, pour, comment c'est important pour que, oui, je dois partir un peu trop tôt, un peu tôt aujourd'hui, cette semaine, parce que je dois former une équipe de basket. On a un jeu, je vais te partager demain comment on a fait. Et ça a vraiment changé un peu la dynamique avec des personnes au travail parce que, au commencement, ça fait peut-être 20 années quand je commençais. C'est pas un peu la culture qui était vraiment ouverte à ça. C'était comme tu travailles et tu donnes tout au travail et rien qui reste et c'est ça. Donc, ça change un peu la culture présentement. C'est bien on doit partager qu'on est des êtres humains, même dans des postes de leadership. Et je pense que ça, au moins dans mon expérience avec mes équipes, que ça a aidé à vraiment être plus réel comme leader. Je pense, je vais être d'accord avec vous pour dire que je pense que c'est important de pouvoir voir les personnes en position de leadership comme des personnes avec multiples casquettes au travail. Vous êtes dans votre poste. En dehors du travail, vous avez partagé vos expériences et vos responsabilités. Je pense que ça, c'est important aussi. Ça peut aussi aider et emmener cet esprit-là de que chaque personne peut être, choisir d'emmener qui ils sont réellement au travail. Puis là, moi, là, j'imagine Mackenzie, là, coach de basketball qui arrive avec son sifflet. Mais bon, c'est important et je trouve que ça donne une bonne balance. Ça nous rappelle aussi la balance vie-travail et tout ça. Oui, Alors, mon équipe maintenant, elle doit savoir c'est quoi les concepts stratégiques d'un game, d'un jeu de basket parce que j'amène toutes des analyses analogues des sports dans mes équipes de gestion. dans les C'est des réunions critères stratégiques, oui. ça, c'est intéressant. Si vous me permettez, comme vraiment, j'ai pas beaucoup à rajouter, puis je pense, Mathieu, tu as mentionné les différentes casquettes, les différents chapeaux qu'on porte. Et puis,
comme gestionnaire et puis à travers de notre carrière, on se fait évaluer pour être capable de s'ajuster à différents groupes, différentes communications, différentes façon de penser. Alors, moi-même, je me dirais que comme, tu sais, j'ai Simon le papa, j'ai Simon le conjoint, j'ai Simon le collègue, j'ai Simon l'employeur, j'ai Simon l'employé. C'est comme différentes choses vont demander pour différentes caractéristiques qui ressortent plus. Alors, tu sais, on est des mondes très, très complexes. Et puis, c'est seulement quand on comprend l'ensemble qu'on se voit comme une personne complète. Alors, j'ai adoré les réponses de mes collègues. Merci beaucoup. Notre conversation s'avère assez enrichissante. J'aimerais maintenant, nous, étant dans le contexte actuel que nous sommes là, on est rendu en 2025, l'ère de la technologie avancée, les choses vont vite et tout ça. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui évolue dans sa carrière dans le contexte en pleine mutation de 2025, particulièrement dans la fonction publique? Simon, tu devrais commencer. Ben, j'ai juste une farce parce que je travaille dans la gestion de litige. Alors, je dirais, augmentez pas nos risques de litige avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ceci dit, comme ministère, on est quand même un groupe qui a bénéficié beaucoup de l'automatisation puis l'utilisation de techniques à travers de notre croissance dans les derniers, je dirais, 6 ou 7 ans. Ça a augmenté nos habiletés d'être très efficaces comme ministère, mais ça peut aller à l'individu. Je pense qu'il faut, tu sais, comme je pense juste à Spider-Man en ce moment, tu sais, comme je sais même pas c'est quoi, là, comment le dire en français, mais avec beaucoup de pouvoir vient beaucoup de responsabilités. Et puis être capable d'utiliser ces choses-là qui sont à la portée de main de tout le monde maintenant de façon responsable, s'assurer qu'on garde l'information personnelle, privée, vraiment sécurisée. On ne l'utilise pas de façon onéreuse en utilisant l'information à travers de sites web publics ou ouverts. Comme ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre à cœur, mais simplement pour dire, tu sais, comme je peux même pas m'imaginer où qu'on va être dans 5 ans dans ce domaine-là. C'est vraiment, c'est excitant, mais c'est épeurant en même temps pour moi. Mais Dans peut-être un contexte sans... je vais juste peut-être prendre un peu cette lien que tu dis, Simon. Dans ma domaine présentement, je suis dans le côté des numériques. Donc, pour nous autres, oui, c'est excitant, c'est brillant, c'est comme il y a plusieurs possibilités, mais c'est la balance et la valeurs éthiques, certainement. Mais peut-être, Mathis, ce que je partagerai avec euh, moi, je dirais que présentement puis dans le futur, c'est pas, ça fait des sci-fi movies il y a longtemps qu'on dirait que les robots, ça va venir, ça va remplacer les gens et tout ça, ou l'information artificielle va remplacer les gens. Je trouve pas que c'est ça. C'est que les gens qui savent comment, qui sont ouverts à travailler avec les technologies comme l'information artificielle et puis les autres technologies qui vont venir, c'est eux autres qui vont remplacer les gens qui sont résistants à ça. Donc, c'est un peu une différence de regarder. C'est pas qu'on va remplacer les personnes avec les machines et la technologie, mais c'est d'embrasser. Comme des fois, je vois, je sais pas les autres qui ont des enfants, comme ma plus jeune qui a 11 ans, les choses qu'elle peut faire, c'est comme même comme moi, je gère une équipe comme un CIO avec toute une équipe, peut faire des choses que c'est incroyable, qu'elle connaît comment ça fonctionne dans le background et back-end et tout ça. C'est comme, donc, ça change comment la nouvelle génération, les personnes qui commencent à rentrer dans nos ministères, c'est de regarder comment on peut avoir de reverse mentoring un peu, de profiter de prendre le temps d'avoir le temps avec les étudiants qui commencent maintenant leur carrière parce que leurs expériences avec la technologie, c'est vraiment différent comme nous autres. Mon premier cell phone, je pense que c'était après que je commençais ma carrière dans la fonction publique. C'est comme, like, really? Ma plus jeune, ça fait 2 ans qu'elle en a une. Donc, je pense que c'est un peu de penser comment on peut travailler avec, même si c'est un peu épeurant, qu'est-ce que le futur va venir, mais c'est comme un peu avoir la résistance, même si tu es dans votre 20e ou 30e année de votre carrière. T'expériences ça chaque jour que tu vas au magasiner, c'est là, c'est là. Oui, il y a Mhm. quelque Oui. chose de Euh, nouveau.
je vais juste ajouter peut-être un très petit point, Mathieu. Puis ça a pas, ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont dit sur la technologie, mais il y a plein d'autres choses qui sont en évolution, hein. La technologie, c'est une chose, mais il y a plein d'autres choses. Donc, moi, je dirais, les conseils que je donnerais, c'est de rester ouvert à une société qui est en évolution. On peut seulement servir les Canadiens et les Canadiennes de la meilleure façon possible si on est vraiment très conscient de ce qui se passe dans la société. Et puis, alors pour moi, être au fait de qu'est-ce qui se passe, être de la technologie, les, les gens d'affaires, les entreprises, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, du secteur bénévole, qu'est-ce qui se passe dans la société canadienne. C'est vraiment notre responsabilité d'être au courant. Alors, je dirais être à l'écoute des gens à l'extérieur du gouvernement, pas juste au Canada, mais aussi à l'international. Moi, je pense que ça fait partie de nos responsabilités et puis des possibilités de croissance pour les gens qui sont fonctionnaires dans les prochaines années. Merci beaucoup, Francis. Puis là, je commence à me poser la question si tu as une compétence de lire les pensées parce qu'il y a une question qui est dans le chat, puis elle se raccorde vraiment à ce que tu viens de partager. Mais juste faire un résumé de vos réponses par rapport à rester dans le contexte de mutation. J'ai entendu être responsable, j'ai entendu reverse mentoring. Belle initiative. Et puis, ben, Francis nous a parlé de rester ouvert à cette société en évolution. Alors, une des questions posées par les participants en ligne aujourd'hui, elle va comme ci. Avec les élections qui planent dans l'horizon et des nouvelles de suppression de postes, que devrons-nous considérer pour atteindre... Oh, là, mes questions sont en train de bouger là. Considérés pour atteindre nos objectifs d'apprentissage et de développement en carrière en 2025. Alors ça, c'est pertinent à la société changeante. Est-ce qu'il y a un de vous qui aimerait se lancer là-dessus? Ben, je peux peut-être juste très vite, très commencer. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est vrai que euh, c'est pas juste parce que les élections qui s'en viennent. Je pense que vraiment, là, on est rendu dans une période où il y avait beaucoup de croissance avec le COVID. Il y a beaucoup de ressources gouvernementales, publiques qui sont allées au niveau provincial, territorial, fédéral, même municipal, qui sont venues aider la population à faire, à franchir la crise du COVID. Donc, on est rendu dans une situation, puis c'est cyclique, hein? C'est cyclique comme ça. Ça arrive toujours. Moi, ça fait longtemps que je suis en fonction publique, puis j'ai vu des périodes de compression, j'ai vu des périodes de croissance. Donc, dans une période de compression, il y a toujours beaucoup à faire et puis peu de ressources pour le faire. Donc, ce que je dirais, c'est que, puis je vais laisser juste un conseil. Regardez autour de vous, écoutez pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire puis qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que qu'est-ce qu'on va voir, c'est que les gens vont avoir beaucoup plus de travail qu'il y a de ressources pour ajouter. Et puis, il va avoir des priorités à avancer. Donc, je dirais, restez à l'écoute, faites partie, identifiez des possibilités, des besoins dans votre organisation et positionnez-vous pour combler à ces besoins-là ou au moins être intéressé à combler ces besoins-là, euh, euh, donc des opportunités de croissance et de développement qui sont à l'intérieur de votre organisation. C'est ça mon plus gros conseil, je dirais. C'est Si beaucoup, vous, Francis. si vous me permettez, je pense que je vais juste continuer sur la même idée. Puis, tu sais, dans les prochains mois, années à suivre, je pense que différentes organisations vont passer à travers de différentes
situation, des fois, ça va demander de penser comment on peut faire de plus avec moins. Puis ça va aussi avec des opportunités de croissance. Alors, faire des micro-missions, voir c'est quoi, comme que Francis elle a mentionné, comme des places où il y a peut-être des failles ou qui ont besoin d'être comblées. Regarder à des façons alternatives d'obtenir tes compétences. J'ai parlé des réseaux plutôt. Moi, j'ai passé à travers de ces vagues-là quelquefois à travers de ma carrière, moi aussi. Et puis, c'est les réseaux qui m'ont aidé à acquérir certaines des compétences de gestion que j'avais besoin parce que je n'étais pas capable de le faire dans mon journalier. Alors, être capable de gérer un budget, j'étais le champion d'un réseau qui avait un budget. J'étais capable de gérer un effectif jusqu'à un certain point. Et puis, c'est des choses que des fois, la coordination d'événements, etc., c'est des choses qui sont des fois pas accessibles aux journaliers qu'on peut atteindre de façon plus innovatrice, surtout dans des temps de restreints. Et puis c'est know your audience. Je sais que je parle en franglais, là, mais savoir quand demander puis pourquoi, je pense que démontrer le jugement qui est attendu de notre effectif, je pense que c'est important aussi. Savoir quand puis comment demander, entre autres. Et juste peut-être pour rajouter un petit parti, moi je trouvais pendant les vagues dans ma carrière où on avait le même flux d'investissement ou non, c'est pas seulement comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec le moins de ressources, mais c'est comment est-ce qu'on pourrait encourager ou partager des idées de comment faire des approches différentes. Donc, si vous avez des idées, ça c'est où on peut devenir le plus créatif possible parce que des fois, tu vas pitcher des idées et oui, ça va être pas le temps, c'est de voir le bon moment, la bonne audience, comme mes collègues ont partagé. Mais je pense que c'est la façon de, OK, on a un problème, on n'a pas le même montant de ressources pour l'attaquer de façon traditionnelle ou comme on a déjà fait dans le passé. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème de façon différente? Ça se peut que c'est de façon technologie, tout ça qu'on a parlé avant, mais il y a plusieurs façons à résoudre un problème et aussi soyez travailler sur soi-même de votre résilience parce que ça va avoir plusieurs occasions que tu vas peut-être entendre dire non ou pas maintenant, plusieurs fois dans cette année. Moi, j'imagine qu'on va tous entendre ça parce qu'avant d'avoir la stabilité qui va venir, mais d'être vraiment patient aussi parce que moi, je dis toujours, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, ça se peut que c'est pas le bon moment, mais ça veut dire pas que c'est pas une bonne idée. Donc, juste d'être patient et résilience pendant le changement des vagues. Merci beaucoup pour vos réponses parce que vous conseillez aux participants de pouvoir penser à leur positionnement, de faire preuve de créativité, mais aussi de pouvoir être la réponse, sinon la solution à ces défis ou ces problèmes qui peuvent se présenter. Je pense que c'est une bonne façon de pouvoir se positionner. Je reviens à ça. C'est une bonne façon de pouvoir aussi penser à sa carrière et à ses avancements. J'ai une autre question que je vais lire des participants. Lorsque nous entrons dans la fonction publique, nous débutons dans un ministère et on y acquiert une certaine expertise. Avec les années, il semble difficile de changer de ministère. Avez-vous des conseils pour nous sur les démarches que nous devrions entreprendre si cela nous intéresse de différencier, diversifier, je dirais, nos compétences? Je pense que on a déjà au début tout au long de notre conversation, il y a des réponses, d'éléments de réponse qui ont été apportés. Mais est-ce que vous en aurez à ajouter en termes de quelqu'un que ça fait un moment, il est dans le ministère, peut-être son premier. Maintenant, comment faire pour changer? Peut-être moi, je peux commencer parce que moi, je dirais que peut-être ça sent que c'est difficile, mais pour moi, j'ai resté 17 ans dans deux occasions ensemble, et ensemble, dans un ministère. Et moi, j'étais comme un lifer à ce point-là. Je ne suis pas dans ce ministère présentement. J'ai déjà participé dans différents ministères, même ici en Saskatoon. Donc, moi, je dirais, des fois, c'est ce qu'on dit nous-mêmes que c'est pas possible. Comment, moi, personnellement, j'ai géré ça, c'est de regarder mon network.
tu dois travailler toi-même de se connaître c'est qui fait quoi, dans quel ministère, et avec, en particulier si vous cherchez quelque chose que vous intéresse. Et aussi, de soyez raisonnable parce que tu as créé un network dans un ministère pour longtemps, tu as une réputation, tu as un proven track record, et les personnes que tu connais, ils ont de confiance en toi. Tu dois donner la chance dans notre ministère d'aussi d'avoir ça. Donc, ça se peut que tu as, des fois, j'en rencontre des gens qui cherchent et chassent un niveau de plus haut niveau pour sortir. Pour moi, quand j'ai changé de poste d'un ministère à un autre, c'était toujours latéral. Donc, des fois, c'est de soyez un peu comme patient avec l'autre ministère aussi. Peut-être prendre un poste de côté pour aller en avant. Moi, je dirais que ça, c'est le plus bon avis et conseil que moi, je te pourrais donner à quelqu'un qui veut faire un changement. Et moi, je dirais que la plus bonne chose que moi, j'ai faite dans ma carrière, c'est faire des changements. D'aller dans d'autres ministères. Chaque ministère a une culture qui va t'aider d'être un plus bon leader euh, quand tu vas traverser dans les autres ministères. Et je pense que je pense que c'était Simon et vous, Mackenzie, qui avez parlé de reculer, comme il y avait à un moment donné une démotion, puis comme on le dit en français, reculer pour bien sauter. Alors, si vous l'avez fait, puis vous êtes arrivé là où vous êtes, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter à cette réponse? Oui, Sinon, je pense de mon côté, comme chaque cas est unique, et puis ça serait une vraiment bonne session de 30 minutes avec un mentor. Vraiment être capable de regarder à la classification, les ministères qui sont intéressés. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent en considération quand on fait ces décisions-là. J'avais une réponse très semblable à Mackenzie pour dire que moi, une chose qui est typiquement un conseil que je donne, c'est vraiment le niveau de risque qu'on est prêt à prendre avec des rôles. Je dis tout le temps qu'il y a deux choses. Quand on change de rôle, il y a deux choses. Il y a les compétences qui changent, puis il y a les connaissances qui changent. Alors, garder le même niveau, alors, tu sais, aller d'un PM5 à un PM5, à un C3 à un C3, d'un ministère à un autre, tu as déjà les compétences acquis à travers de ton ancien rôle. Alors, tu as juste besoin d'apprendre des nouvelles choses. Si tu restes dans le ministère et tu montes un niveau, ben, tu connais ton ministère, tu as juste tes compétences qui ont besoin d'être affinées. Quand c'est les deux, c'est beaucoup à mettre sur quelqu'un, c'est beaucoup de pression et puis c'est plus difficile. Alors, juste prendre ça en considération aussi quand on fait la décision de changer de ministère. J'aurais peut-être juste deux choses à rajouter. Je suis tout à fait d'accord avec Simon et Mackenzie qui disent latéral, c'est la façon la plus facile. On a parlé déjà de l'importance des réseaux. Ça, c'est vraiment important, hein. Il faut savoir qu'est-ce que font les autres ministères. Si on a une priorité, qui on est vraiment intéressé à une priorité, je dis toujours aux gens, écoutez, là, vous voyez un budget, voyez un discours du trône. Si vous voyez quelque chose qui se passe, qui vous intéresse vraiment, mais commencez à explorer ce domaine-là. Voir c'est qui que vous connaissez qui travaille dans ce domaine-là, dans ce ministère-là. C'est pour ça que les réseaux sont très, très, très importants. Je dirais la deuxième chose pour moi, ça serait souvent on dit ben si je veux aller travailler ailleurs, ce qu'il faut faire attention, c'est quel genre de gestionnaire que vous allez avoir. Parce que j'ai connu des gens qui sont allés travailler ailleurs et puis ont beaucoup aimé la matière, mais la gestion, c'était pas fameux. Donc, ils se sont blessés en allant ailleurs parce qu'ils n'ont pas vraiment bien choisi le gestionnaire, la gestionnaire, l'environnement. Alors, faites attention de ne pas seulement aller là où les postes sont disponibles, mais de faire très attention à la gestion et la culture de gestion dans l'organisation où vous allez. merci beaucoup pour tous ces outils partagés. Et la prochaine question des participants, euh, vraiment, tout ce que vous venez de dire vraiment répond à cette prochaine question. Je vais juste la présenter, mais pas besoin d'y répondre, juste pour pouvoir faire le point. Alors, la question est de savoir, dans votre carrière, avez-vous certainement rencontré des gens dont la carrière n'a pas atteint son plein potentiel? Selon vous, quelle est la raison,
la plus connue pour expliquer cela et comment éviter cette situation. Et je résume ce que vous veniez de dire, que vous avez parlé de réseautage. Est-ce que ces personnes-là ont fait du réseautage? Est-ce que ces personnes-là ont accepté ou exploré des opportunités latérales? Ce que vous avez fait pour pouvoir arriver là où vous en êtes? Je pense que c'est Simon qui a parlé du mentorat. Est-ce que ces personnes-là, durant leur carrière, ont cherché ou essayé d'explorer une possibilité de mentorat? Et ensuite, je pense que c'est Francis qui a parlé de explorer ses intérêts. Est-ce que ces personnes-là ont mis cet effort de pouvoir explorer leurs intérêts? Alors, je pourrais dire qu'on a déjà répondu à cette question-là. Vous avez déjà donné les réponses à ça. J'aurais une question pour vous et tout doucement, on va se rapprocher de la fin de notre session de 1 heure aujourd'hui. Et cette question va aller dans le même sens pour dire quelle est la valeur ou l'importance du mentorat dans votre expérience de travail, mais aussi tout spécifiquement aujourd'hui avec la session qu'on est en train à laquelle on participe, mais aussi avec tous les programmes établis là, pour le camp de carrière. Comment les participants peuvent-ils profiter au maximum de leur expérience au camp de carrière pour que ça puisse contribuer à leur succès? OK. Moi, Peut-être. go Oh, ahead. non, Vas-y. non, non, vas-y, Mackenzie, vas-y. OK. Um, Juste peut-être vitement avec du aspect mentorat, moi je dirais que même sans le savoir, quand je débutais ma carrière, j'avais un mentorat que j'ai même pas euh, demandé pour qu'elle était juste là. Et ça a vraiment influencé euh, le succès, je pense, de toute ma carrière quand je commençais dans la fonction publique. Et c'était quelqu'un vraiment expériencé dans le domaine qui m'a donné sa temps et qui était là pour moi, même des années après qu'on se travaille ensemble, qui était là pour m'engager. Donc, c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi et je pense que présentement, je ne peux pas même compter sur les deux mains combien de mentorats ou des personnes que moi, je suis un mentorat pour, présentement, informel puis formel. Et moi, je vais toujours mettre mon temps dans les deux domaines parce que moi, j'apprends aussi les personnes comme moi, je suis engagée comme un mentorat, que j'espère que les autres aussi. Mais pour moi, j'ai des mentorats qui viennent dans ma vie. Des fois, je ne les parle pas pour 2 ans mais sont là quand je leur ai besoin. Donc, c'est vraiment important d'avoir un network des personnes qui sont dans ton coin et tu vas savoir très vite qui est dans ton coin. C'est Mhm. clair, tu vas voir, il y a des vrais qui pas vrais. Donc, s'assurer que tu connais ton liste des personnes que toi, tu as confiance, qui ont de confiance en toi et qui veulent que votre carrière soit un succès. Puis, mettre de le travail dans les autres. Donner ça, retourner ça à les gens parce que ça, c'est comment on continue ça. Cette semaine, garder les connexions quand tu rencontres quelqu'un, s'il y a quelqu'un que tu penses, hey, je pense que j'aimerais les reconnaître un peu plus. Mettre sur LinkedIn, si tu es sur LinkedIn, les additionner là, faire une Teams chat avec eux autres. Moi, je fais ça quand je rencontre une personne, n'importe quel niveau, j'envoie un Teams chat. Hey, ça c'était cool, c'était du fun qu'on se parlait, se rencontrait. I'm here, je suis ici si tu m'as besoin. Oubliez les niveaux, hauts et les niveaux. Tout le monde, on est égal. Si on est ici pour vous aider. Donc, profitez de ce temps-là. Alors, Mackenzie, vous direz que du mentorat dans le développement de carrière, c'est important. Votre mentor vous est arrivé comme ça. Est-ce que vous auriez peut-être des pistes pour les personnes qui cherchent un mentor dans leur parcours professionnel? Comment les approcher? Comment les identifier?
Oui, ça dépend des groupes. Comme pour moi, dans le côté de numérique, on a une très bonne communauté qui est gérée par Conseil de Trésor avec tous les CIO. On travaille ensemble, on fait toute une gamme de ça. Donc, ça avance. Des fois, il y a des groupes, je pense, la FRI Community aussi, les autres communautés professionnelles. Donc, si tu es partie d'une communauté comme ça, regardez est-ce qu'ils ont déjà quelque chose et s'engagent. S'il n'y a pas, pour moi, des fois, c'est vraiment comme j'ai commencé, c'était un peu comme Francis a mentionné. Soyez curieux s'il y a un ministère que tu es intéressé. Trouvez les personnes qui font les postes que toi, tu serais intéressé là-dedans. La plus pire chose qui va arriver, que quelqu'un peut retourner votre courriel, ne vont pas retourner ton Teams chat ou jamais tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire Go away, je ne vais pas te même parler. Donc, moi, il n'y a pas un risque. Donc, tu dois mettre, euh, tu dois mettre les pieds en devant de toi et prendre le contrôle de ton carrière et aussi de chercher et demander si toi, tu as le temps d'être mon mentorat. S'il y a quelqu'un qui était comme moi, j'aimerais euh, vous connaître. Si on a le temps, on va te dire oui. Si on n'a pas le temps, on va te donner du temps et peut-être identifier quelqu'un d'autre dans notre cercle que toi, tu peux profiter de. Donc, soyez pas gêné de faire ça. Merci beaucoup, Mackenzie. Tantôt, vous avez parlé de sauter dans le feu. Là, vous parlez de sauter dans cette opportunité de mentorat. Donc, il faut prendre les opportunités. C'est ça que moi, je retiens. Ouais. Oui. Parce que l'autre chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mackenzie dit. Je dis jamais non à quelqu'un qui m'écrit pour avoir une conversation. Jamais, jamais, jamais. Et puis, la plupart du temps, je pense que Mackenzie l'a dit, j'imagine que Simon, c'est la même chose. On voit ça comme une responsabilité. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide. Et puis, je vois ça comme ça fait partie de mon travail. Et puis, c'est pas juste quelque chose à côté, c'est important de former, d'aider la prochaine génération. L'autre chose que j'ajouterais, c'est en plus d'avoir des mentors un peu partout, parce que c'est vrai, comme Mackenzie a dit, il y a toutes sortes de personnes qui sont pas des mentors, mais que je retiens quelque chose qu'ils ont dit, qu'ils ont fait, puis j'intègre dans ma vie. Mais l'autre chose que je dirais, c'est que j'ai eu des postes par le passé où j'ai pu écouter. Puis j'étais là pour écouter des conversations de personnes très, très chevronnées. Puis j'ai beaucoup appris en écoutant. Alors, des fois, c'est même pas de participer qui est important, c'est de pouvoir écouter des conversations de gens qui sont en train d'identifier, de résoudre des problèmes. Et puis, ça, là, c'est important de pouvoir se positionner pour être là quand ces conversations, ont lieu. Merci. Je sais qu'on a presque pas de temps, alors je vais bâtir sur ce que mes collègues ils ont déjà mentionné. Je pense que c'est important quand on offre du mentorat de laisser les personnes trouver leur propre réponse. Alors, comme tisser des liens, comme demander les bonnes questions, mais aussi quand on offre des conseils, vraiment, vraiment le mettre dans le concept, dans le contexte que ça a fonctionné pour nous. Chaque personne est différente. Ils ont passé à travers un différent trajectoire de carrière. Et puis ça, c'est juste une façon qui a fonctionné pour le mentor comme tel. Moi, à travers de ma carrière, j'ai été très structuré dans mon mentorat, qui je demandais. Et puis, maintenant, je suis très organique. Alors, tu sais, j'offre n'importe qui me demande. Et puis, je pense que, as a wise mentor already mentioned, aucune personne ne va jamais dire non si tu demandes pour un conseil. Alors, juste dire, hey, j'aimerais avoir ton avis, j'aimerais avoir ton conseil sur quelque chose, ça l'ouvre la porte pas mal facilement. Moi, de mon côté, une autre chose que je rajouterais, c'est que au début de ma carrière, j'avais des mentors à différents niveaux. Alors, j'en avais un qui était à mon niveau, que je pensais qu'il était hyper compétent. Alors, bâtir une vraiment bonne relation avec cette personne-là, voir c'est quoi que ça prend pour être vraiment le meilleur dans le domaine. Avoir quelqu'un à un niveau plus élevé, alors qui a passé à travers la croissance, qui est à un niveau plus élevé, puis la personne peut t'aider à vraiment acquérir les connaissances ou te donner une idée de quoi t'attendre dans la prochaine étape si c'est ça qui t'intéresse. Puis là, après ça, si tu veux un haut fonctionnaire, je pense que c'est bon d'en avoir un, mais un haut fonctionnaire va te donner plus
un aperçu global. C'est beaucoup plus dur de donner des conseils pointus quand tu es rendu à un niveau X élevé à quelqu'un qui est au niveau de travail. Alors, c'est vraiment pour donner une idée de l'organisation, des différents groupes, des choses du genre, mais sont toutes utiles dans leur propre façon. Mais je pense que je vais envoyer des messages à Francis puis à Mackenzie pour moi-même à la fin de notre rencontre. Je suis pas mal impressionné. Mais à entendre vos réponses, on arrive à la fin de notre session aujourd'hui. À entendre vos réponses à cette dernière question, moi, je conclus que vous êtes disponible pour avoir des conversations et pourquoi pas être des mentors. Alors, on va laisser ça là. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Vous êtes une mine de connaissances. Je sais que pour ma part, moi, j'ai beaucoup appris. Je ne manquerai pas de regarder cet enregistrement sur la page YouTube du réseau ou d'écouter la série Balado la prochaine fois que j'aurai des questions sur ce sujet. Alors, si vous souhaitez en savoir plus pour nos participants sur l'un ou l'autre des sujets, consultez la page de ressources du wiki du Camp des carrières 2025. Je pense qu'on a pu atteindre tous nos trois objectifs d'apprentissage aujourd'hui. Il y a une dernière question de sondage qui va apparaître sur nos écrans. S'il vous plaît, y répondre. Il n'y a pas de réponses qui vont être partagées, mais je vous remercie tous et toutes et merci encore à nos panélistes et on se dit à la prochaine session et à la prochaine fois. Merci et bonne journée, bon après-midi. Merci Mathieu, merci Mackenzie, Simon. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne Au journée. plaisir. Bonne journée.